Paul Midi, bonjour. Bonjour Et Christophe. bienvenue en alexandrin, vous l'avez vu. Au Brésil, Lula est élu président avec 50,9% des voix, courte victoire. Bon, bonne nouvelle pour l'Amazonie, bonne nouvelle pour l'Europe peut-être. Oui, et puis bonne nouvelle pour le Brésil et les Brésiliens surtout. Je pense que c'est une très bonne chose que le mandat de M. Bolsonaro prenne fin que M. Lula ait été élu. Et donc, on pourra reprendre d'ailleurs des relations avec le Brésil. Et voilà, moi je pense surtout à tous les Brésiliens qui se sont battus et qui se battent depuis l'élection de M. Bolsonaro contre l'extrême droite. Et vous savez, ça fait partie aussi de mes combats. Et en France, moi aussi, je me bats contre les extrêmes. Donc, Même si Lula, ça a incarné aussi une gauche radicale à un moment donné, qui a fait la victoire de Bolsonaro et qui est soutenue chez nous par Jean-Luc Mélenchon, qui est allé le voir jusque dans sa prison. Oui, bien sûr. Et la situation politique est très différente entre le Brésil et chez nous. Mais on a vu cette vague populiste d'extrême droite qui est dans le monde entier et qui s'est au Brésil formée avec M. Bolsonaro. Et donc de voir que cette vague-là, elle passe et elle s'éteint au Brésil, c'est une bonne nouvelle, même si la victoire est courte. J'espère surtout qu'elle ne sera pas contestée par les partisans de M. Bolsonaro. La dimension écologique, maintenant, elle est dans toutes les échéances électorales sur la planète. En France, le week-end a été marqué par les affrontements à Sainte-Soline contre le projet de grande bassine pour l'agriculture. Il faut à tout prix éviter une ZAD, dit le pouvoir, une zone à défendre. C'est votre sentiment, y compris jusqu'à devoir utiliser la force ? Oui, alors rappelons quand même ce qui s'est passé ce week-end, rappelons les faits. Parce qu'il y a 400 agriculteurs qui, depuis plusieurs années, veulent construire une bassine pour lutter contre la sécheresse. Il y a eu des recours en justice dans tous les sens. Ils ont tous été purgés. Donc ce projet, il est légal. Il y a une manifestation qui voulait être organisée ce week-end par des gens qui voulaient organiser la violence. Elle a été interdite par la préfète des Deux-Sèvres. Il y a eu un recours en justice à nouveau. La justice a confirmé l'interdiction de cette manifestation. Et cette manifestation a quand même eu lieu. Qu'est-ce qu'on a eu ? 400 Black Blocs. On a eu des gens qui sont venus avec des mortiers, avec des cocktails Molotov, avec des boules de pétanque, avec des jets de pierre. Et à la fin, on a 60 gendarmes qui sont blessés, dont 20 graves, et 30 manifestants qui sont blessés. Vous parleriez cette violence, elle est inacceptable. Vous parleriez d'écoterrorisme, comme l'esquisse Gérald Darmanin ? Oui, on peut utiliser ce mot-là, mais vous savez, je crois que le sujet aujourd'hui, c'est pas les mots, c'est les actes violents qu'on a vus ce week-end et qui sont inacceptables. Il y avait des élus qui sont venus dans cette manifestation. Eux-mêmes disent avoir été bousculés, violentés par la police. C'était leur place, c'était pas leur place. On a un problème de liberté d'expression ? Non, c'était évidemment pas leur place. Je crois que c'était la place de personne. Cette manifestation, elle était illégale, elle était interdite. Et moi, quand je vois des élus de la NUPES s'associer à cette forme de violence, légitimer cette forme de violence, puisqu'on voit Mme Rousseau qui soutient la désobéissance civile, M. Coquerel aussi, c'est inacceptable. Parce que, réfléchissons 2 minutes. Si on légitime cette violence, où est-ce que ça s'arrête ? Quand des activistes d'extrême droite vont aller violenter des étrangers parce qu'ils considèrent qu'il y a trop d'immigration en France au nom de la désobéissance civile, qu'est-ce que va dire Mme Rousseau ? Quand il y aura des activistes qui vont se battre contre l'IVG et aller saccager des hôpitaux ou des cliniques ou empêcher des médecins de faire leur travail, qu'est-ce que va dire Mme Rousseau ? En même temps, on a vu ces militants écolos, notamment Yannick Jadot, hués, débordés. Qu'est-ce que ça nous dit de l'écologie politique aujourd'hui ? Ça nous dit surtout que quand vous légitimez la violence et que vous ouvrez la boîte de Pandore, eh bien, bon courage pour la contrôler derrière. Et donc, vraiment, moi, j'en appelle aux plus raisonnables dans la NUPES, les députés PS, les députés écolos, pour ceux qui sont encore raisonnables, les députés communistes. Je leur dis merci de cesser ça. Cesser les appels à la désobéissance civile, cesser cette forme de légitimation de la violence, parce que quand on ouvre ça, on ne sait pas où ça s'arrête. Autre bataille aujourd'hui, la bataille du 49.3 qui a été déposée pour faire passer le budget de la sécurité sociale et qui trouve face à lui 2 motions de censure, LFI et RN. Il n'y avait pas moyen d'éviter ça, de débattre encore un peu et d'avoir un vote classique ? J'espère. Nous, vous savez, la méthode, c'est une méthode de dialogue, d'écoute et de respect. Depuis le début de ce quinquennat. C'est ce que nous ont demandé les Français et donc c'est ce que nous mettons en place. Mais là, on était dans une situation où les oppositions, avant même d'avoir vu les textes budgétaires, ont dit qu'ils voteraient contre. Bon, vous savez comment ça se passe pour les textes budgétaires. Il est vrai qu'il y a une pratique qui est que quand vous votez pour, vous êtes dans la majorité.
Quand vous votez contre, vous êtes dans l'opposition. Bon, donc on savait ça. Nous, on a laissé la place au débat le plus possible. Ça fait des semaines maintenant qu'on discute et puis on ferme le banc. Du PLF et du PLFSS, mais il faut aussi qu'on avance. Il faut qu'on dote la France d'un budget, que ce soit pour l'État ou pour les administrations de sécurité sociale, pour dire à nos administrations, il y en a 5 millions de fonctionnaires, qu'est-ce qu'il faut faire l'année prochaine. Alors, la semaine dernière, on a vu le RN voter la motion de censure déposée par la NUPES. C'était une opportunité, un opportunisme, ou c'était une véritable convergence ? Non, je crois que c'était une honte surtout. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que cette motion de censure qui avait été déposée par la NUPES, ils ont adapté leur texte en retirant notamment des passages trop favorables à l'immigration pour obtenir les voix du Rassemblement national. Et donc c'est la convergence, la collusion des extrêmes. C'est pas seulement le Rassemblement national qui a voté d'une façon opportuniste la motion de censure de la NUPES, c'est la NUPES qui a travaillé avec le Rassemblement national pour obtenir leur vote. C'est comme ça que les extrêmes arrivent au pouvoir. Moi, je crois qu'il faut vraiment faire très attention à ça. À quand le programme commun de gouvernement ? Quelle est la perspective qu'ils nous offrent ? Ils veulent gouverner ensemble ? Moi, je trouve ça très grave. Alors, le journal du dimanche s'est livré un petit exercice, rejouer la présidentielle. 6 mois après, ils le font rituellement après chaque présidentielle. Cette fois-ci, on voit que Emmanuel Macron consolide un peu sa position, mais c'est Marine Le Pen qui fait un bond en avant et Jean-Luc Mélenchon un bond en arrière. Alors, on voit bien que c'est le résultat peut-être de l'agitation de la NUPES, mais c'est peut-être aussi parce que le gouvernement n'est pas assez efficace. Les gens commencent à se dire, il n'y a plus que Le Pen. Alors, vous oubliez, si je peux me permettre, un enseignement de son sondage. Dans ce sondage, on voit aussi une légère progression du président de la République. Oui, légère progression au premier tour et courte victoire au deuxième tour, 53%. Tout à fait. C'est plus du tout le raz-de-marée. Après quelques mois d'exercice du pouvoir dans une situation qui est inédite, cette majorité relative, on peut se satisfaire d'une légère progression. Il faudrait faire plus et plus fort, non ? Vous avez raison, dans les enseignements, il faut toujours faire plus et plus fort. Ça, c'est certain. Et nous, on va continuer à travailler et faire plus et plus fort, c'est clair. Et par contre, vous avez raison, les enseignements majeurs, c'est quoi ? C'est que les vociférations des députés LFI, ça ne marche pas. Ça profite à Le Pen. Ça profite à Le Pen. Pour aller plus vite, plus fort, il faut une alliance solide. La majorité absolue, vous ne l'aurez pas, mais cette alliance avec LR, que Nicolas Sarkozy suggère, qu'Emmanuel Macron a essayé à plusieurs reprises, est-ce que vous, au Parlement, vous voyez le moindre espoir de la voir se réaliser ? Vous savez, moi je suis un grand optimiste et donc je considère que quand on discute des textes, on peut réussir à convaincre. Pas à pas. Et pas à pas. Texte par texte, jusqu'ici, on a réussi à faire voter tous les textes qu'on voulait faire voter. Et donc, on va continuer dans cette même attitude. Et moi, j'appelle pas seulement les raisonnables côté LR, mais j'ai encore un espoir que les raisonnables côté PS écolo vont comprendre qu'ils se sont fourvoyés dans cette NUPES, qu'ils ne veulent pas et qui ne peuvent pas s'associer à cette violence et à ces vociférations des députés LFI. Et j'espère par exemple qu'ils voteront avec nous le texte pour accélérer sur les énergies renouvelables. Alors les énergies renouvelables avec les écolos LPS, l'immigration, la sécurité intérieure avec LR, on va faire un peu de godille comme ça pendant 4 ans et demi ? Oui, bien sûr. Écoutez, on s'adapte au nouveau contexte. Les Français ont voulu qu'on discute plus et qu'on fasse des compromis. Donc, on fait des compromis avec les forces raisonnables en présence. Quand vous voyez Bruno Retailleau dire dans le journal du dimanche, le jour où les LR déposeront une motion de censure, le gouvernement tombera. C'est une ligne dure, ça, quand même. Oui, alors c'est factuel. Puisque maintenant, les motions de censure, on voit, peuvent être votées ensemble par les députés de la NUPES et les députés RN. Effectivement, il suffirait que 50 députés LR les votent pour faire tomber le gouvernement. Est-ce que c'est ce qu'ils veulent et est-ce que c'est le projet qu'ils portent ? Je ne crois pas. Et donc, je crois qu'il faut faire attention à la situation. Il faut, nous, qu'on soit dans l'écoute et dans le dialogue. Mais ce que dit M. Retailleau, malheureusement, c'est factuel. Et vous ne pensez pas que dans le cours du mandat, après les européennes, par exemple, une bonne dissolution pour clarifier ça et redonner une majorité claire au pays, ça ne serait pas plus simple ? Écoutez, je pense que si on arrive à continuer à travailler comme on réussit à le faire depuis le début du quinquennat, non. C'est ça, la seule chose qui nous intéresse, nous, c'est de pouvoir mettre en place le programme du président de la République et changer la vie des Français. Qu'est-ce qu'on a fait depuis le début du mandat ? On a passé une loi sur le pouvoir d'achat, 20 milliards d'euros. On a réformé l'assurance chômage pour prendre en compte les tensions qu'il y a sur le marché de l'emploi à la rentrée de septembre. Et on a fait passer le budget PLF et on va bientôt faire passer le budget de la sécurité sociale, le PLFSS. Et j'espère que sur chacun des textes, on va y arriver et on va trouver une majorité. Donc vous savez, moi je suis un grand optimiste et donc je parie à notre succès et au succès des Français avant d'aller parier à la dissolution. Est-ce que vous qui êtes spécialiste du numérique, le rachat de Twitter par Elon Musk vous inquiète ?
Oui, je pense qu'il faut faire attention. Vous avez vu que monsieur Elon Musk, il a tweeté qu'il voulait libérer l'oiseau. Vous savez, l'oiseau, c'est l'emblème de Twitter. Moi, j'espère surtout qu'en sortant l'oiseau de sa cage, il ne va pas le transformer en dragon ou en monstre. Et donc, monsieur Musk, il va d'abord falloir qu'il mette en place et qu'il soit contraint par les lois européennes, et notamment le DSA, vous savez, le Digital Service Act, qui doit permettre de réguler les réseaux sociaux et d'éviter la haine en ligne, le harcèlement, les appels à la violence qu'on peut voir sur les réseaux sociaux. Que faut-il mettre dans ce DSA? Des obligations de modération en temps réel, de supprimer les faux comptes? Qu'est-ce qu'on doit mettre comme cahier des charges? Oui, exactement, c'est ça. Et notamment, ce qui doit empêcher monsieur Musk de virer ce qu'il avait promis, 75% des salariés. Parce que les salariés de Twitter, qu'est-ce qu'ils font? Ils font de la modération. Ils assurent la sécurité, ils essayent d'assurer la sécurité des utilisateurs de Twitter. Mais moi, je pense qu'il faut qu'on se pose d'autres questions et qu'on aille beaucoup plus loin. Parce que M. Musk est un entrepreneur de génie. Moi, je lui fais confiance pour aller envoyer des fusées sur la Lune ou construire la voiture de demain. Mais pour assurer la sécurité dans les nouveaux mondes numériques, je pense que ce sont les personnalités élues, les gens qui ont un mandat pour assurer le régalien, la sécurité, la justice, dans ces mondes numériques. Et êtes-vous sûr que l'Europe sera unie dans ce combat, unie par exemple derrière Thierry Breton, son commissaire européen? Il y a des pays qui vont trouver que Elon Musk a raison de tout libéraliser. Non, je suis sûr que l'Europe sera unie. Y compris en Pologne, y compris en Hongrie? Mais on travaillera tous ensemble. Mais bien sûr que l'Europe sera unie sur ces sujets. On a fait passer le DSA à une très large majorité, mais ce n'est que la première pierre. Il faut qu'on se pose plein de questions. Qui doit assurer la sécurité dans les mondes numériques? Dans le programme du président de la République, on a 1500 cyberpatrouilleurs. Pareil, c'est un début. Et il faut qu'on se pose aussi la question de l'anonymat. Le président de la République en a parlé dans sa dernière interview. Il a dit que la violence anonyme était inacceptable. Il a eu raison de la dénoncer. Et donc, comment on évite une forme d'impunité des gens qui se croient anonymes sur les réseaux sociaux et se permettent tout? C'est une forme de Far West qui est inacceptable et il faut qu'on arrive à trouver les solutions pour normaliser la vie dans les mondes numériques. Un conseil de modération des contenus, c'est la promesse d'Elon Musk. Bon point. Oui, on va lui donner un bon point, bien sûr, mais ça ne suffira pas. Et qui va y avoir dans ce conseil? Est-ce que ces gens sont élus? Est-ce qu'ils ont la légitimité du peuple pour décider de ce qui doit être permis ou pas permis sur Twitter? Est-ce qui concerne des millions et des millions de personnes? Donc oui, un bon point, mais alors vraiment, il y a beaucoup de choses à faire encore pour normaliser les mondes numériques. Vous avez aussi travaillé chez McKinsey. On l'a vu au cœur de la campagne, ça a été toute une polémique. Est-ce que le rôle des cabinets de conseil auprès de l'État, auprès des ministères, des administrations, doit évoluer? Oui, bien sûr, et c'est ce que fait le gouvernement. Vous savez, moi, j'aimais bien le cadre très clair qu'a posé le président de la République. Il a dû le faire pendant sa campagne, puisque ça a été un sujet de campagne. Quand il y a les compétences et suffisamment de personnes pour gérer un certain nombre de tâches et d'expertise, il n'y a pas besoin de cabinet de conseil. Les cabinets de conseil, ils sont utiles uniquement pour une expertise spécifique qui n'existe pas à un certain moment dans l'administration, ou quand la masse de travail, par exemple c'était le cas du Covid, est énorme pour les administrations et qu'elles ont besoin d'aide. Dans ces cas-là. Paul Mili, merci et bonne journée. Merci. Merci beaucoup Christophe Barbier. Demain 7h45, votre invité sera Jean-Christophe Buisson, directeur adjoint de la rédaction du Figaro Magazine.